Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur la série des previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Golden Knights. Les Golden Knights de Vegas qui ont connu pour le moins une saison un peu plus décevante, disons, que leur première année. Mais ceci étant dit, l'effet des négligés était plus là. Les on-white, ceux qu'on ne voulait pas dans nos équipes, là, étaient plus là. Il y a des joueurs qui ont pris la décision d'aller à Vegas. Il y a des joueurs qui ont été transigés en cours d'année. Donc, bref, c'est pas nécessairement le même genre de groupe de gars qui se présentait. Il y a plusieurs joueurs qui, à la première saison de Vegas, avaient eu leur meilleure saison en carrière, puis ça n'a pas nécessairement été le cas lors de la deuxième saison. Alors, ça a été une deuxième saison qu'on pourrait dire comme étant décevante parce que l'équipe a baissé au niveau de ses rendements, mais en même temps, je pense qu'on s'en attendait quand même un petit peu parce que ça leur a été difficile de maintenir le niveau qu'ils avaient eu leur première année. Mais ceci étant dit, les Golden Knights ont quand même toute une force de frappe, même sur papier, avant même de penser à ce fameux effet-là des négligés. Fait que bref, c'est une équipe qui peut être quand même compétitive malgré le fait qu'on a perdu cette vibe-là. Alors les Golden Knights ont changé leur DG. Officiellement, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il est encore dans le décor, mais anyways, ils ont changé officiellement leur DG. C'est McCrimmon qui va prendre le relais. Dans le cas de McCrimmon, lui, ce qu'il doit jouer, c'est surtout avec la masse salariale, parce que c'est une équipe qui coûte cher, là, les Golden Knights. Fait que, entre autres, on s'est débarrassé de Koutiev, qu'on n'était juste pas capable de donner ce que lui il voulait. Il demandait juste beaucoup trop au niveau monétaire. Fait qu'on était obligé de s'en débarrasser. Mais tu sais, c'est une équipe qui coûte quand même relativement cher. Alors ça, c'est tout un défi pour lui. Mais je pense que de manière générale, il y a un bon groupe de joueurs. Fait qu'il n'y a pas nécessairement eu besoin de faire 1 million de mouvements dans son équipe. Alors là, dans son équipe, les joueurs qui sont en rouge, c'est les joueurs qui ont été acquis pendant la saison morte. Les joueurs qui sont en vert, c'est des jeunes qui peuvent intégrer l'alignement sur une base régulière. Les joueurs qui sont en bleu sont déjà connus à Vegas. Ceci étant dit, il y a des gars qui n'ont pas fait nécessairement toute la saison à Vegas, mais quand même, c'est des gars qu'on connaît déjà à Vegas. Alors, les Golden Knights l'année passée, c'est 43 victoires, 32 défaites, 7 défaites en prolongation pour 93 points. On a fini 6e dans l'Ouest et 16e dans la Ligue nationale. Au cours de l'année d'avant, on avait fait un total de 109 points. Fait que ça, on a quand même fait une pas pire de drop là, par rapport à la première année. Mais il en reste pas moins que 93 points. On a participé aux séries. Là où on a vu une immense différence, c'est surtout que la première année, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. L'année passée, on s'est fait sortir en première ronde. Décision controversée des arbitres. Bon, à leur défense, les arbitres, moi, ce que je dois dire, c'est que je l'ai écouté en temps réel, ce match-là, puis je pensais effectivement qu'il y avait eu un coup salaud qui avait été fait. Donc, en temps réel, là, ça portait à confusion, mais nous, on avait accès à des replays. Puis les replays, tu voyais que non, il n'y en avait pas. Mais en même temps, je vais prendre la réflexion de Marc-Édouard Vlasic qui avait dit peu importe que la décision soit bonne ou non, il reste qu'une équipe ne devrait pas accorder autant de buts dans un désavantage, même si c'est un désavantage de pénalité majeur. Et ça, je suis d'accord avec lui. Les Golden Knights se sont écroulés au niveau moral. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont perdu ce match-là parce qu'ils devaient gagner théoriquement. Alors, l'année passée, en première moitié de saison, les Golden Knights, c'était 22 victoires, 48 points, 4e rang. Excusez, hey, je skip. Moyenne de buts marqués par match de 3.00, ce qui leur donne à égalité le 13e rang dans la LNH. Une moyenne de buts accordés par match de 2.78, ce qui leur donne le 10e rang dans la LNH. Un avantage numérique à 16.8%, ce qui leur donne le 25e rang dans la LNH. Alors ça, c'est quelque chose qui est assurément à corriger. Et c'est en très grande partie à cause du ralentissement de ce qui était l'année passée, l'année d'avant, en fait, le premier trio, soit Marchessault, Carlson et Smith. Des saisons décevantes. Je veux pas dire décevantes, je pense que c'est ça leur vrai standard, tout simplement. Des saisons qui ne sont pas boostées, mettons. Donc l'année passée, ça a été une saison qui n'a pas été boostée pour eux autres. Ça a été une saison qu'on peut s'attendre de ces joueurs-là. Fait que bref, ça l'a fait chuter les statistiques offensives de l'équipe. Un désavantage à 80,9% à égalité au 12e rang. Alors là, pour vous donner une petite idée, on va y aller avec les fameux points. La première ligne qui était l'année passée, Marchessault, Carlson, Smith, a connu vraiment un ralentissement important par rapport à l'année d'avant. Mais c'était vraiment un boost qui était anormal selon moi. Je pense que ça, c'est des statistiques qu'on peut s'attendre de ces gars-là. C'est des statistiques qui sont assez standards. Dans le cas de William Karlsson, la première année avec les Golden Knights, il y avait 43 buts, 78 points. L'année passée, il y a 24 buts, 56 points. Fait que tu sais, on a chuté de moitié en termes de nombre de buts. C'est quand même une séance qui est hyper importante. Dans le cas de Marchessault, on est passé de 75 points à 59 points l'année passée. Smith, lui, ça a été un petit peu moins pire. Il est passé de 60 points à 53 points. Fait que, tu sais, ça a été toute une première ligne qui a chuté et ça l'a grandement affecté l'avantage numérique. L'avantage numérique, là, la première année, il était de 21,4% et l'année passée, il a été de 16,8%. Méchant drop. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez facilement modifié avec les joueurs qu'on a ajoutés à la formation. Mais bon,
Première moitié de saison, 22 victoires, 48 points, 4e rang dans l'Ouest. Deuxième moitié de saison, 21 victoires, 45 points, 9e rang dans l'Ouest. Donc c'est assez standard. Peut-être que la fatigue à Marc-André Fleury, c'est un gars quand même que il gagne en temps, là, puis il a quand même 61 matchs. C'est beaucoup. Peut-être prévoir une cinquantaine de matchs pour Marc-André Fleury, ça serait idéal pour ses performances. Le meilleur en termes de buts l'année passée aurait été Jonathan Marchessault avec 25 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Marchessault avec 59 points. Le meilleur défenseur aurait été Shea Theodore avec 37 points, moins 4. Personnellement, mon meilleur défenseur dans cette équipe-là, c'est Nate Schmidt qui a joué 61 matchs, 30 points, un différentiel plus-moins de plus 22 si ma mémoire est bonne. C'est ça, plus 22. Alors, Nate Schmidt aurait été dans le différentiel plus-moins le plus élevé de l'équipe. Et mon cher ami Pacioretty aurait été le plus bas avec, si je me rappelle bien, un différentiel plus-moins de moins 13. Exact, moins 13. Pacho. Alors, les jeunes qui sont intéressants dans cette équipe-là, dans le cas des Golden Knights, écoutez, ils ont eu beaucoup de choix au repêchage, mais ils ont transigé des choix de première ronde. Fait que c'est ce qui fait, entre autres, au Canadien, Nick Suzuki. Fait que c'est ce qui fait, puis au sénateur, Brandstrom. Donc, c'est ce qui fait que l'équipe a peut-être un petit peu moins de très très haut potentiel à cause de ça, mais ils ont quand même des jeunes qui sont intéressants. Ces deux gars-là peuvent très bien faire partie de l'alignement sur une base régulière dès cette année. Et là, aux dernières nouvelles, au moment de tourner ma vidéo, sont toujours pas scratch au niveau du camp d'entraînement, sont toujours pas coupés au niveau du camp d'entraînement. Donc, ça se peut qu'il commence la saison avec Vegas. On va commencer avec le joueur de centre Cody Glass, 20 ans, choix de première ronde en 2017. Cody Glass, l'année passée, il jouait dans la WHL, 69 matchs, 32 buts, 62 passes, 94 points. C'est un gars qui a joué un petit peu dans la Ligue américaine l'année passée, puis check-moi bien ça, en 6 matchs, 5 points. Il a très bien fait l'année passée, honnêtement. Il a bien fait dans la WHL, mais il a bien fait aussi au niveau de ses matchs, au niveau professionnel dans la Ligue américaine. Alors, c'est un gars qui a tombé dans les bonnes grâces de l'entraîneur dans la Ligue américaine. Il a joué en série aussi. Donc, c'est un gars qui est apprécié par l'organisation et il y a des très, très fortes chances qu'on le voit pour jouer sur un troisième trio dès cette année. Là, moi, je ne l'ai pas mis sur le troisième, mais des fortes chances qu'on le voit jouer sur un troisième trio. C'est un gars qui a une très bonne vision, un bon playmaker. Donc, c'est un gars qui a sa place dans la LNH. Par la suite, je veux parler aussi du défenseur Nicolas Hague, 20 ans, choix de deuxième ronde en 2017. Hague, lui, jouait dans la Ligue américaine l'année passée, 75 matchs, 13 buts, 19 passes, 32 points. C'est un monstre. Il mesure 6 pieds 6, 214 livres. Et quand même, il n'est pas en retard sur le jeu. Fait que c'est un très très gros bonhomme qui peut bénéficier de son corps. Assurément, au niveau physique, il est prêt pour la LNH. L'année passée, il aura été le deuxième en termes de défenseurs dans la Ligue américaine pour le nombre de buts et de points à Chicago. Donc, le club école de Vegas, Chicago, il a été le deuxième meilleur défenseur pour le nombre de buts et de points, mais également le deuxième pour le nombre de points en avantage numérique. Deuxième défenseur pour le nombre de points en avantage numérique. C'est un gars qui a un très bon potentiel au niveau offensif, qui est très gros. Alors, il est prêt pour la LNH, ce gars-là. Il pourrait déjà faire partie sur une base régulière de l'alignement dès cette année, peut-être même en début de saison. Par la suite, j'aimerais ça parler du centre Peyton Krebs, 18 ans, choix de première ronde en 2019. Krebs, lui, jouait dans la WHL l'année passée, 64 matchs, 19 passes, 49 assists, 68 points. Dans son cas, à lui, il a été le meilleur joueur pour équipe Canada Junior au championnat du monde de moins de 18 ans, avec un total de 10 points en 7 matchs. C'est un gars qu'on voit comme ayant un fort potentiel, mais faut-il encore qu'il se prouve un petit peu et qu'il se développe un petit peu plus. Alors, il va continuer à travailler au niveau junior, mais c'est peut-être le prospect après ces deux-là qui est le plus intéressant dans leur banque de prospects. Par la suite, j'aimerais ça parler du défenseur Dylan Coghlan, 21 ans. Lui, il est non repêché. Coghlan, lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée. Puis quand même, là, pour un défenseur, c'est 40 points en 66 matchs. 15 buts, 25 passes. Ça a été une excellente première saison professionnelle pour lui. Puis dans son cas, à lui, c'est lui qui a été le meilleur défenseur à Chicago dans la Ligue américaine, j'entends. C'est lui qui a été le meilleur défenseur. Donc c'est lui qui a été juste au-dessus de Hague. Il a été le meilleur défenseur pour les buts, les points et les points en avantage numérique. Fait que vous voyez que cette paire-là est une paire intéressante qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée. Donc c'est un gars qu'on pourrait rappeler éventuellement dans la LNH. Peut-être. Et par la suite, le dernier que je veux parler, c'est Jake Leschichin, ou quelque chose comme ça, 20 ans, choix de deuxième ronde en 2017. Lui, il jouait dans la WHL l'année passée, 68 matchs, 40 buts, 41 passes, 81 points. Il a été le meilleur centre de la WHL pour les mises au jeu et il a également doublé sa production comparativement à l'année d'avant. C'est un gars qui devrait théoriquement jouer dans la Ligue américaine cette année. Alors ça, c'est un alignement qui est un alignement possible, mais qui est quand même un
consensus assez standard. Pour ce qui est de la première ligne, j'y vais avec l'ailier gauche, Max Pacioretty, 40 points en 66 matchs l'année passée. Pacioretty devrait connaître une meilleure saison dès cette année. On s'attend de lui qu'il soit un excellent buteur. L'année passée, ça a été plus difficile, mais je pense que là, avec un Stastny puis un Stone, Stastny en santé puis un Stone pour toute la saison, Pacioretty va repartir pour peut-être un 40 buts, puis à ce moment-là, ça va être le gars qu'on voulait aller chercher quand on a fait la transaction avec le Canadien de Montréal. Alors, Pacioretty est un gars que ses statistiques devraient augmenter dès cette année. Par la suite, au niveau du centre, j'y vais avec Paul Stastny, 42 points en 50 matchs. Elle a super bien été avant qu'il se blesse. Alors, c'est un gars qui, d'après moi, lui aussi va bénéficier du fait d'avoir un bon compteur puis un bon dans tout finalement en Mark Stone. Fait que d'après moi, lui aussi, ses statistiques, s'il fait sa saison complète, ses statistiques vont être très intéressantes. Tu as un très bon premier trio d'après moi avec les Golden Knights. Et par la suite, l'ailier droit, Mark Stone, 77 matchs l'année passée, 73 points. Mark Stone est un des attaquants que je préfère au travers de la LNH. J'aime beaucoup Barkov aussi, mais Mark Stone en est un que j'aime vraiment beaucoup. C'est un gars qui est capable de jouer défensivement, offensivement. Il est capable d'être un playmaker, il est capable de compter. Il va pas te faire un 90 points, je penserais pas. Mais franchement, à 70-80 points, tu as un foutu de bon joueur entre les mains. Alors, c'est assurément le meilleur ailier droit de cette équipe-là. Par la suite, en termes de deuxième ligne, je vais avec l'ailier gauche, Jonathan Marchessault, 59 points en 82 matchs l'année passée. Une baisse de régime, mais ceci étant dit, je pense que c'est un standard qu'on peut penser qu'il va atteindre encore une fois le 60 points. Fait que dans le cas de Marchessault, je pense que ça risque d'être assez stable cette année. William Karlsson, en termes de deuxième centre, 56 points en 82 matchs l'année passée. Lui, il avait eu un méga boom à sa première année avec les Golden Knights. Je pense honnêtement que c'est un gars qui va faire 50 à 60 points. Je pense pas qu'on peut espérer un peu plus que ça de sa part. Je pense qu'on peut espérer plus de Stastny. Et par la suite, Smith à l'aile droite, 53 points en 74 matchs. Un autre gars qui, d'après moi, est dans ses standards. Lui, ses stats n'ont pas vraiment changé d'une année à l'autre. Au niveau de la troisième ligne, j'y vais avec Perry à l'aile gauche, 18 points en 31 matchs. C'est un gars que je connais pas tant, mais on m'a dit que c'était un bon gars de troisième trio. Fait que je peux pas vraiment rentrer plus dans les détails pour ce qui est de lui. Semble-t-il que c'est un gars qui est confortable. Par la suite, Cody Eakins, 41 points en 78 matchs l'année passée. Eakins est un petit peu plus vieux. Ça peut peut-être être intéressant éventuellement de mettre Cody Glass sur le troisième trio puis Eakins sur le quatrième trio à la place. C'est un gars qu'on connaît stable à Vegas. On a confiance en lui. Il n'y a pas vraiment de raison de le couper de l'alignement. Donc, il devrait théoriquement jouer comme centre de troisième ou de quatrième trio. Alex Stock, lui, c'est 52 points en 74 matchs l'année passée. Très honnêtement, intéressant. C'est un gars qui est intéressant. Possiblement une augmentation en termes de statistiques cette année. Le potentiel, il est là. Nosek, en termes d'ailier gauche de quatrième trio, 17 points en 68 matchs l'année passée. Cody Glass, lui, l'année passée, il jouait dans la WHL, 94 points en 69 matchs. On devrait théoriquement l'insérer dans l'alignement dès cette année, ou du moins c'est ce que je pense. Et je termine le tout avec Reeves, 20 points en 80 matchs. Un joueur qui est costaud et qui est là pour déranger. En termes de scratch, j'y vais avec Zikov, Carrier et Roy qui a été acquis pendant la saison morte. Dans le cas de Zikov, Carrier, ça a l'air qu'il y a des chances qu'il puisse bumper out, soit Perry ou Nosek. Donc, il y a des gens qui y croient vraiment beaucoup. Puis Zikov, semble-t-il aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est deux gars que je connais moins, malheureusement. En termes de défenseurs, j'y vais avec Brandon McNabb, 16 points en 81 matchs l'année passée. C'est un gars qui a des ups et des downs. C'est un gars qui est solide au niveau physique, qui joue relativement bien défensivement. Mais c'est des ups et des downs. Ça, c'est peut-être quelque chose de plus dérangeant pour ce qui est de McNabb. En termes de premier défenseur droit, j'y vais avec Nate Schmidt. 30 points en 61 matchs l'année passée. Nate Schmidt, c'est un gars que je connais comme étant bon offensivement, bon défensivement. Fait que, honnêtement, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Nate Schmidt. Puis je pense que quand on avait repêché au draft d'expansion Schmidt, on avait des grandes attentes envers lui et je pense qu'il va donner ce que l'organisation attendait de lui. Alors, j'ai confiance qu'il soit un bon premier défenseur droit. Par la suite, en termes de deuxième défenseur gauche, j'y vais avec Merrill, 15 points en 57 matchs et Shea Theodore, 37 points en 79 matchs comme étant deuxième défenseur droit. Theodore, c'est un gars qui est peut-être un petit peu plus porté à l'attaque, donc c'est intéressant pour ça. Et à ce moment-là, on a quand même deux gars qui sont capables de jouer pour l'avantage numérique. Fait que, bref, ça peut être intéressant ces deux gars-là. Perso, je préfère quand même Schmidt. En termes de troisième défenseur gauche, là, j'y vais avec l'audace. Moi, je mets Nicolas Hague, donc je fais insérer un jeune dans la formation. L'année passée, c'est 32 points en 75 matchs dans la Ligue américaine de hockey. Il y aurait des chances que Schultz puisse jouer à la place de Hague, même peut-être que Schultz joue sur la deuxième paire, mais Rose joue sur la troisième paire. Ça serait possible. Moi, je serais mieux voir jouer Hague avec Derek Englund parce que c'est un gars qui a du leadership, qui a de l'expérience. Fait que si j'insère un jeune dans la LNH, je veux le faire jouer avec un gars qui a du leadership et de l'expérience. Et de surcroît, Englund est un défenseur plus défensif, alors que Hague se porte plus à l'attaque. Fait que je trouve que ça ferait un beau mix d'émettre les deux comme ça. Englund, l'année passée, c'est 12 points en 74 matchs. Là, comme je vous ai dit, Schultz, si je le coupe,
Mais il y a des gens qui le mettent sur la troisième, même sur la deuxième paire. Fait que c'est un gars qui pourrait très bien jouer dans la LNH. Holden est aussi un gars qui pourrait jouer dans la LNH. Megna, je le connais pas vraiment. C'est un gars qu'on a acquis pendant la saison morte. Fait que je sais pas vraiment à quoi s'attendre. Mais en tout cas, officiellement, il fait partie de la depth chart. Et White Cloud, lui, c'est un gars qui est actuellement blessé. Donc, il n'y a pas vraiment de question à savoir s'il va commencer ou non la saison. Il ne jouera pas dans la LNH en début de saison. Mais c'est un gars qui, semble-t-il, pourrait éventuellement challenger au niveau du top 6. Mais moi, je pense que le top 6 est quand même assez solide comme ça. Si tu mets Scratch Schultz sur une base régulière, je pense que tu as une paire de, pas une paire, mais une brigade défensive quand même intéressante, mais qui n'est pas la plus intéressante défensivement. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu à ce niveau-là. En termes de gardien de but, ben, pas de question, Marc-André Fleury est le meilleur gardien de but de cette équipe-là. 61 matchs l'année passée, 2.51, 913 d'efficacité. Il a gaulé beaucoup de matchs l'année passée. Il était peut-être un petit peu fatigué. C'est peut-être ce qui peut expliquer que ça a été un petit peu plus difficile en fin de calendrier, mais il en reste pas moins que il est là. Marc-André Fleury, il est là. Ça serait peut-être bien de le faire descendre un petit peu, peut-être un peu moins que 60 matchs, peut-être essayer d'y aller dans une cinquantaine de matchs. Puis là, je pense qu'on a fait un move qui est un move intéressant pour ce qui est d'une petite gaguerre pour le poste de auxiliaire. On a été chercher Garrett Sparks de Toronto. Dans le cas de Malcolm Subban, l'année passée, il a gaulé 21 matchs, Sparks en a gaulé 20. Puis ils ont des statistiques assez similaires. Alors je pense que quand même, on croit peut-être un peu plus en Subban, vu que c'est un gars qui vient de chez nous. Mais je pense que on n'a comme pas totalement confiance en lui. Fait que c'est la raison pour laquelle on amène un gars qui est assez similaire, qui va challenger, puis à ce moment-là que le meilleur gagne, tout simplement. Malcolm Subban, l'année passée, c'est 21 matchs, 2.93, 902 d'efficacité. Garrett Sparks, lui, c'est 20 matchs, 3.15, 902 d'efficacité. Fait qu'on n'est pas loin au niveau de la moyenne. En termes d'efficacité, c'est exactement la même chose pour un seul match de différence. Donc, ça risque d'être une gagnante pour le poste auxiliaire et le poste de partant dans la Ligue américaine. Moi, d'après moi, si tout va bien, ça serait Malcolm Subban qui serait probablement l'auxiliaire de Marc-André Fleury cette année. Alors, au regard de tout ça, les Golden Knights n'ont pas fait nécessairement des milliers de changements. Il y a quand même plusieurs joueurs qui sont partis à cause de raisons salariales. Mais si vous regardez en termes d'ajout à la formation, vous avez des jeunes, puis c'est pas mal ça en termes de réguliers. Fait que c'est ce qui fait que, d'après moi, on a quand même atteint quelque chose qui a à peu près du sens. La première ligne, d'après moi, devrait fournir plus, ce qui fait que l'attaque risque d'être un peu meilleure, mais l'avantage numérique risque d'être vraiment meilleur. La deuxième ligne devrait être déjà dans ses standards d'après moi. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'un joueur comme Cody Glass, qui est un joueur assurément de type offensif, peut amener à cette équipe-là. Parce que Glass peut aussi jouer à l'aile gauche. Et là, à ce moment-là, faire jouer Glass avec Eakins ici, Nosek au centre, puis Perry sur la quatrième ligne, ça serait intéressant. Donc, au regard de tout ça, c'est une équipe qui n'a pas nécessairement fait d'amélioration, mais en même temps, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir de grosses améliorations. Alors, c'est ce qui fait que d'après moi, cette équipe-là est une équipe qui devrait être un peu meilleure l'année prochaine. Donc, si on finit 6e dans l'Ouest l'année passée, je pense qu'ils peuvent refinir encore 6e, peut-être même un peu mieux, 4, 5, 6, 7, mettons, dans ces eaux-là. Je pense pas que c'est une équipe qui va être exclue des séries éliminatoires et je pense qu'on a quand même un bon potentiel, puis fort heureusement parce qu'on coûte cher. Au niveau de l'indice des Hockey Guys, on fonctionne en termes de division, puis dans la division Pacifique, c'est pas la division qui est la plus dure de toute la LNH. Fait que, moi, d'après moi, là, les Golden Knights, je les vois avec les Sharks puis les Flames. Fait que je les vois dans le top 3 de la division Pacifique, à la limite 4. Peut-être qu'il y a une équipe qui va me surprendre, puis qui va comme passer dans le top 3. Mais d'après moi, Vegas, c'est 1-4 dans la Pacifique. Je ne pense pas qu'ils vont finir plus bas que ça. Et c'est une équipe qui, si elle fait les séries, soit qu'elle les fait confortables ou qu'elle les fait repêcher, mais je pense vraiment qu'ils font les séries éliminatoires. Alors, selon des Hockey Guys, les Golden Knights de Vegas devraient finir entre la première et la troisième position. Alors, j'y crois, moi aussi. Alors, faites-moi savoir quelle est votre opinion sur les Golden Knights. D'après vous, à quelle position les Golden Knights vont finir? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à surveiller dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à risque dans l'équipe? En termes de joueurs à surveiller, moi, j'y vais bien entendu avec Cody Glass parce qu'on peut l'utiliser à plusieurs sauces différentes et il a un bon potentiel et surtout, il est très apprécié dans la Ligue américaine. Donc, dans le système des Golden Knights, on l'aime déjà. Fait que moi, je pense que c'est un gars qui peut avoir des très bonnes chances et Hag aussi peut être intéressant à suivre. La petite gaguerre qu'il va avoir entre Subban et Sparks peut être intéressante aussi à suivre. Alors, moi, j'y vais en termes de joueurs à surveiller. Les deux jeunes, soit Glass et Hag, et je pense très sérieusement que Stachny et Pacioretty vont faire un peu plus de points grâce à mon meilleur ami Stone. Des joueurs qui sont à risque dans l'équipe, honnêtement, je connais pas assez l'équipe pour quand même vous dire des joueurs qui sont à risque. Je ne veux pas me risquer par rapport à ça. Si vous connaissez les Golden Knights mieux que moi, allez-y. Est-ce qu'il y a des joueurs d'après vous qui sont à risque dans cette équipe-là? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, partagez-moi votre opinion, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Je vous invite à aimer ma vidéo si vous l'avez aimé, à la partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde. Je vous invite aussi
aussi à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications. Il reste pas grand preview à faire, là. Il reste les 2W, puis après ça, c'est fini pour ce qui est de la liste des previews. Puis je sais pas ce que je vais faire par la suite, un coup que ça va être terminé. Alors, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche, puis peut-être me donner des idées de vidéos à faire après les previews. Ce serait peut-être intéressant. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.